Imaginez un instant. Nous sommes en 2003. Un promoteur se tient sur le pont d'une drague géante au large de Jumeirah. Il contemple le golfe Persique et lâche une phrase folle. Il va reconstruire le monde, ici même, sur l'eau. Ce n'était pas une figure de style, mais un véritable défi d'ingénierie. Extraire 320 millions de mètres cubes de sable sous-marin, ériger 300 îles reproduisant les continents du globe et les revendre aux plus grandes fortunes de la planète. C'était il y a plus de 20 ans. Ce qui a suivi est devenu l'un des effondrements les plus spectaculaires de notre siècle. Pour comprendre comment l'eau a fini par gagner, suivez-moi. En tant que journaliste, mon but est d'exposer les failles cachées derrière les brochures publicitaires. L'archipel de The World, un chantier de 14 milliards de dollars pour 300 îles artificielles, n'est aujourd'hui qu'un immense désert liquide. 20 ans plus tard, la quasi-totalité de ces terres reste désespérément vide. Aucun hôtel de luxe, aucun résident, aucun yacht à l'horizon. Seulement du sable qui s'affaisse lentement sous la surface de l'océan. Ce fiasco n'est pas le fruit du hasard. C'est l'histoire d'une ville qui a confondu la poudre aux yeux avec la réalité. Mais avant de voir comment tout s'est écroulé, comprenons d'abord pourquoi tout le monde y a cru. En 2003, Dubaï était la ville à la croissance la plus fulgurante au monde. L'émir, Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, appliquait une doctrine simple. Si vous bâtissez ce qui n'existe nulle part ailleurs, la planète entière viendra à vous. Cette théorie venait de donner naissance à Palm Jumeirah, cette île artificielle géante visible depuis l'espace, érigée comme un défi direct lancé aux lois de la géographie. Et le pari fonctionnait. Les célébrités achetaient, l'argent coulait à flot, et les médias encensaient le projet. Pour entretenir cette frénésie, il fallait concevoir quelque chose de plus colossal encore. L'archipel de The World était la réponse. Imaginez le plan, 300 îles représentant d'immenses étendues de terre émergées, dessinant depuis le ciel la silhouette exacte des continents du globe. On ne vous vendait pas de simples terrains, on vous offrait d'acheter l'Australie, le Groenland ou le cœur même de l'Europe. Un ensemble central devait même devenir un micro-État ultra-luxueux, imitant à la fois Venise, l'Allemagne, la Suède et la Suisse. La société publique Nakheel, derrière ce projet fou, menait ses ventes avec une force marketing qui floutait la frontière entre le réel et la mythologie. On ne vendait pas de l'immobilier haut de gamme, on vendait des morceaux de géographie planétaire. L'illusion vendue était irrésistible. Posséder sa propre nation. Contre quelques dizaines de millions, vous descendiez de votre yacht pour fouler un sol vous appartenant exclusivement, face au gratte-ciel scintillant de Dubaï. Les investisseurs ont mordu à l'hameçon immédiatement. Durant la bulle spéculative des années 2003 et 2004, presque toutes les îles ont trouvé preneur. Parfois revendues plusieurs fois avant d'exister physiquement, les parcelles s'arrachaient. L'île du Liban a été vendue à un milliardaire. L'Irlande et la Grande-Bretagne ont suivi. Les communiqués triomphants se succédaient, affichant des prix faramineux, alors que le projet n'était que poussière sur l'eau. Pendant quelques années, cette utopie est restée l'adresse la plus convoitée de la planète, bien qu'elle n'existât pas encore. Puis, l'année 2008 a tout balayé. La crise financière mondiale n'a pas seulement ralenti Dubaï, elle l'a terrassé. Le promoteur Nakheel a dû être sauvé par une injection publique de 41 milliards de dollars. Sur le chantier de The World, le silence est devenu de plomb. Les grues se sont figées, les ouvriers ont déserté. Les acheteurs, qui attendaient l'électricité, les routes et l'eau courante, ont vite compris que rien ne viendrait. Mais ce séisme financier cachait un drame bien pire, des failles techniques majuscules que personne n'avait résolues. Et les conclusions de notre enquête sont accablantes. Les données indiquent que la mer est déjà en train de reprendre ses droits. Des experts indépendants qui surveillent de près l'archipel révèlent un phénomène d'érosion majeure. Ce sable dragué, empilé sans aucune assise rocheuse ni fondation naturelle solide, est grignoté chaque jour par les courants marins et la houle. Des îles rétrécissent à vue d'œil, les chenaux internes sans sable bloquant la circulation de l'eau. Au milieu de ce labyrinthe artificiel, l'eau stagne et croupit, devenant un problème sanitaire. Même la digue de protection rocheuse montre de graves signes de faiblesse face à l'océan. En 2010, un rapport rédigé par un cabinet d'études environnementales néerlandais jette un pavé dans la mare. Plusieurs de ces îles s'enfoncent lentement sous le niveau de la mer. Pas d'un coup, mais de manière constante et mesurable. La seule solution technique exigerait un entretien permanent et hors de prix. Immédiatement, le promoteur Nakheel et le gouvernement ont nié en bloc ces conclusions à coups de communiqués officiels rassurants.
Leurs ingénieurs maison ont produit des contre-expertises rassurantes. Pourtant, les données satellites indépendantes et les témoignages des rares observateurs sur le terrain racontaient une réalité bien plus inquiétante. Ces monticules de sable ne risquaient pas de disparaître immédiatement, mais ils étaient loin des terrains solides promis à la vente. C'est ici que notre investigation prend une tournure plus politique. Ce qui s'est passé après 2010 illustre un schéma classique dans les villes obsédées par le faste. Dans un marché normal, un échec s'avoue. Faillite, revente, projet redimensionné. On encaisse et on avance. Mais à Dubaï, le projet de grande envergure est la marque même de l'État. Le spectacle sert de gouvernance. L'image de la réussite fait tellement corps avec l'identité du pouvoir qu'admettre un naufrage y est tout simplement impossible. L'archipel est alors entré dans l'ère du lendemain permanent. Un état d'esprit où les chantiers doivent toujours démarrer la semaine suivante, mais ne commencent jamais. Durant les 10 années qui ont suivi, la communication s'est évertuée à simuler de l'activité pour masquer le vide. En 2012, un promoteur islandais annonce un projet hôtelier de luxe sur l'île représentant l'Islande. Des images de synthèse grandioses sont diffusées, mais aucune pelleteuse ne démarre. En 2014, rebelote, on annonce en grande pompe un aménagement colossal sur l'île du Liban. Encore des communiqués et de belles promesses sur papier glacé, mais sur le terrain, absolument rien. Derrière les cérémonies officielles, ne subsiste que le néant. Le summum de cette mascarade marketing fut le projet baptisé Heart of Europe, englobant 6 îles au centre de l'archipel. On nous promettait des villas flottantes, des rues climatisées de force et des résidences sous-marines de luxe. Après des années de retard, quelques bâtiments ont fini par sortir du sable, devenant l'unique preuve de vie dont le promoteur se sert pour prétendre que le projet n'est pas mort. Mais soyons réalistes, un minuscule groupe d'hôtels thématiques au milieu de 300 îles désertes ne fait pas une ville fonctionnelle. C'est juste un échantillon témoin excessivement cher. Quand on prend du recul pour observer la réalité, les chiffres frôlent le délire. 20 ans après le début des ventes, 14 milliards de dollars de valeur annoncée, 300 îles artificielles créées, et aujourd'hui, moins de 10 d'entre elles abritent un semblant d'activité humaine. Tout le reste n'est qu'un désert de sable érodé, interdit d'accès et lentement grignoté par les vagues. Vu du ciel, cet archipel inachevé ressemble au témoignage silencieux d'un désastre, illustrant ce qui arrive lorsqu'un pouvoir confond l'annonce spectaculaire d'une idée avec la réalité physique de sa construction. Tout ce que nous venons de décortiquer ensemble, de la ruée spéculative aux alertes sur l'érosion en passant par les annonces fantômes de la dernière décennie, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le cœur de notre enquête révèle un système bien plus sombre, des montages financiers cyniques qui permettent aux promoteurs d'empocher des fortunes même quand rien ne sort de terre. J'ai rassemblé tous ces éléments et les dessous secrets des grands chantiers de Dubaï dans un rapport complet baptisé « L'illusion Dubaï ». Le lien d'accès se trouve directement dans la description ci-dessous et vous pouvez aussi scanner le code qui apparaît sur votre écran. Restez avec moi car le chapitre final de cette folie des îles de The World est précisément celui que la chronologie officielle de Dubaï tente de vous cacher. En enquêtant sur ce qui se passe réellement aujourd'hui sur ces morceaux de sable, on découvre le calvaire des investisseurs. Ceux qui ont acheté entre 2003 et 2008 se sont retrouvés piégés dans un bourbier juridique sans précédent historique. Ils possédaient une terre stérile, dépourvue de la moindre infrastructure vitale, un sol qui, pour certains, rétrécissait sous l'effet de l'érosion. Le pire, les tribunaux, les régulateurs et le promoteur Nakheel dépendaient tous du même pouvoir étatique. Revendre était impossible. Le marché secondaire pour un tas de sable sans eau ni électricité en plein golfe Persique est un désert absolu. Face à ce désastre, certains acquéreurs ont tenté de porter l'affaire devant les tribunaux, déclenchant des batailles juridiques ultra médiatisées. C'est le cas de l'homme d'affaires britannique Safi Qureshi. Après avoir acheté une île, il a passé des années à documenter scientifiquement son effondrement, partageant des clichés et des relevés topographiques accablants qui prouvaient que son terrain perdait de la surface chaque année. Son dossier est devenu la preuve irréfutable du gouffre béant entre la brochure publicitaire et la dure réalité. D'autres acheteurs ont préféré sombrer dans le silence, refusant tout bonnement de payer les frais d'entretien exorbitants que le promoteur Nakheel continuait de leur réclamer, même sans le moindre aménagement. Ces querelles incessantes sur les charges financières, les contrats et les conditions absurdes imposées pour lancer des chantiers ont créé un flou artistique paralysant. Pourtant, l'illusion devait survivre. Les images satellites de l'archipel continuaient de circuler à travers le globe, montrant ses formes continentales parfaites.
Vue du ciel, à très haute altitude, l'œuvre d'art semblait intacte, fidèle aux maquettes d'origine. Tant que personne ne volait trop bas, tant que personne ne posait le pied sur ce sable stérile, le mensonge tenait bon. À Dubaï, l'idée a toujours été le produit final, bien avant le béton. C'est le modèle absolu de cette cité. On ne construit pas d'abord pour vendre ensuite, on vend une promesse. Dubaï fait du marketing, puis parfois construit. Ici, la campagne de communication n'est pas le prélude au projet, elle est le projet lui-même. Les gros titres de la presse internationale, les couvertures de magazines d'architecture, les visites scénarisées de célébrités et les panneaux géants affichant des modélisations 3D de gratte-ciel futuristes constituent le produit livré au public. Le bâtiment réel n'est qu'un bonus secondaire. Pour The World, cette logique a engendré un paradoxe fascinant. Médiatiquement, ce fut le lancement immobilier le plus réussi de l'histoire humaine, captivant chaque grand journal de la planète et forgeant pour l'Émirat une image d'audace absolue qui a duré plus de 20 ans. Ce mirage a rendu la ville synonyme de grandeur, un défi arrogant lancé aux limites de la géographie. En ce sens, la communication a parfaitement fonctionné. Mais si on analyse la promesse initiale de livrer 300 îles habitées, une cité flottante de villas de luxe, d'hôtels somptueux et de plages privées visibles depuis l'espace, le constat est sans appel, c'est un échec total. Pas une erreur technique, un naufrage absolu. Le monde a été façonné, puis il est resté là, vide, grignoté par l'océan, maintenu en vie artificielle par des promesses constamment reportées. Que révèle ce fiasco pour l'avenir de Dubaï ? C'est ici que notre enquête bascule de l'histoire au diagnostic clinique d'un système à bout de souffle. Les méga-projets annoncés par Dubaï ces 5 dernières années partagent tous l'ADN hautement toxique de The World. Gigantisme absurde, visuel irréel, calendrier s'étalant sur 30 ans et discours marketing présentant l'annonce comme une réalisation déjà achevée. Sous ce vernis ressurgit la même question terrifiante. Que se passe-t-il quand les investisseurs débarquent et découvrent que rien n'est raccordé ? Prenons l'exemple de Dubai Creek Harbor et de sa tour titanesque censée dépasser la Burj Khalifa pour devenir la plus haute structure humaine. Le chantier est totalement figé depuis l'année 2020, les grues sont immobiles et seul un socle de béton vide émerge du sol poussiéreux. Les fondations de cette tour fantôme sont coulées, figées dans le temps. Sur le site officiel, les visuels promotionnels étincellent toujours et les textes en parlent au présent. Mais la réalité du terrain est implacable, rien ne bouge. Regardons aussi Palm Jebel Ali, cette île géante abandonnée en plein chantier après la crise de 2008, restée à l'état de squelette de béton pendant 14 ans. En 2022, elle a été relancée en grande pompe avec un nouveau nom et de nouvelles brochures pour relancer les ventes de plus belle. Même endroit, même structure délaissée, mais repeinte à neuf par la communication. C'est le véritable système d'exploitation de Dubaï. On n'efface pas l'échec, on le renomme. Cette incapacité viscérale à admettre la défaite, couplée à un pouvoir financier immense, permet de recycler indéfiniment les désastres sous de nouvelles étiquettes. On crée ainsi une ville condamnée à de perpétuels lancements sans jamais atteindre sa destination. Pour vous qui observez ce phénomène, qui songez à vous installer ou à investir votre argent dans cette ville vendue comme le futur de l'humanité, l'archipel de The World est l'étude de cas ultime. Le recul temporel nous permet enfin d'observer la courbe complète de cette arnaque intellectuelle. L'euphorie du lancement, l'effondrement brutal, 20 ans de mutisme orchestré par l'État, et le gouffre béant entre le rêve vendu et la réalité du sable. Ce fossé vertigineux caractérise la relation névrotique de Dubaï avec sa propre démesure. En menant cette enquête, je réalise que l'homme qui se tenait sur cette dragueuse en 2003 ne mentait pas. Il y croyait sincèrement. Les ingénieurs, les acheteurs, les médias internationaux, tous partageaient cette foi aveugle qui a généré de vrais capitaux et déplacé des millions de tonnes de sable dans le golfe Persique. Mais la croyance ne remplace pas les lois de la physique, et le marketing ne crée pas des égouts. Une île sans électricité, sans eau courante, sans route, ni accès aux secours d'urgence, reste un désert hostile et invivable, peu importe sa beauté vue du ciel. Pourtant, ces monticules de sable demeurent là. Depuis le hublot d'un avion, la silhouette terrestre de l'archipel reste vaguement reconnaissable, malgré l'érosion continue des vagues. Le projet de l'hôtel Heart of Europe tente bien de faire illusion sur quelques parcelles de sable, tandis que le promoteur Nakheel continue d'entretenir la digue pour justifier la collecte des taxes auprès de propriétaires pris au piège.
Officiellement, le chantier se poursuit. Mais la triste réalité est là. Presque personne ne vit sur ces îles, et la mer poursuit inlassablement son travail d'usure, marée après marée. Voilà à quoi ressemble un rêve à 14 milliards de dollars 20 ans plus tard. Pas des ruines spectaculaires, mais un vide immense, coûteux et terriblement photogénique. Si vous voulez décrypter les rouages financiers sombres de ces métropoles où le spectacle l'emporte sur la réalité, et découvrir quelle ville affiche aujourd'hui ces mêmes signaux d'alarme inquiétants, vous êtes au bon endroit. Rejoignez notre communauté en vous abonnant dès maintenant. Vous et moi n'avons pas fini de démonter ces impostures modernes. Notre prochaine investigation sur le terrain est déjà lancée, et je peux vous assurer que l'histoire ne s'arrêtera pas aux portes du désert du Moyen-Orient. Restez à l'écoute pour la suite.